Salut les néo-autonomistes. La pépinière Aoba est née de la rencontre de deux passionnés de plantes diplômés en horticulture. Ils ont choisi de cultiver et multiplier les espèces botaniques d'Asie acclimatées à la France. Ce lieu est un véritable trésor pour les personnes qui souhaitent ajouter des plantes comestibles aux saveurs uniques pour votre jardin. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Manon, Cédric, Didier, bonjour. Bonjour. Je viens vous voir parce que vous êtes co-auteur, donc vous étiez 4, j'ai la chance quand même d'en avoir 3, d'un livre qui s'appelle Toutes les plantes grimpantes. Quand même. Le hasard, oui, le hasard. Toutes les plantes grimpantes aux éditions Ulmer. Nous sommes ici dans la pépinière de Manon et de Cédric. Didier est passé dans le coin. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu ce que l'on pourra retrouver dans ce livre, et après on va faire une belle visite de la pépinière. Honneur aux hommes ou aux femmes, comme vous voulez. C'est pas facile de commencer. Honneur aux anciens. Merci. Honneur aux anciens. Ça, je le garde. Ah ben chapeau. Ouais, franchement, tu peux les mettre une claque. C'est pas le premier bouquin sur les grimpantes que je publie avec Arnaud Travers au départ. On a eu déjà deux éditions de ce livre, et comme il fallait renouveler le sujet, et que j'avais fait la connaissance entre-temps de la pépinière de Cédric et Manon, en tout cas surtout Manon pour les plantes grimpantes, eh bien ça me semblait tout à fait naturel d'ajouter leurs compétences et la gamme de plantes botaniques, beaucoup plus botaniques que celles qu'on avait pu détailler avec Arnaud, les variétés de clématites, etc. Là on est vraiment plus sur des plantes botaniques qui viennent du fin fond de l'Asie, enfin un petit peu partout au monde en fait, et qui correspondent un petit peu plus à l'ère du temps, aux plantes que les jardiniers d'aujourd'hui recherchent pour s'évader un peu plus dans leur jardin. Il y a quand même des comestibles. Il y en a quelques-unes, oui. Oui. Ce qui intéresse surtout les... C'est toujours... Mais ça, c'est un autre bouquin. La promo. Juste, Didier, parce que c'est vrai qu'on va aussi se focaliser surtout sur la pépinière Aoba. Oui. Est-ce que, je profite quand même Forcément. que tu sois ici, combien tu as écrit de livres pour Ulmer, pour avoir une petite notion? Pour Ulmer, je ne sais plus. En tout, il y en a 38. Seulement? Oui. Ah ouais? Le 38. Le 39e est en cours. Ah oui. Sort dans 2 mois. Ah ouais? Mais on se reverra peut-être. Oui. Je dois aller. Alors, là, comme ça, si dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des choses autres à voir. Il y en a plein. Ouais, je ferai un tir groupé. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un peu loin du Tarn, mais je reviendrai. C'est pas loin. Juste sur ce livre, je profite, Didier, que tu sois là, et après, je m'occuperai de vous deux. Est-ce que, Didier, tu peux nous parler un petit peu plus du livre? 320 pages, plus de 600 photos. Voilà, donc on fait vraiment le tour du sujet sur toutes les sortes de grimpantes, les persistantes, pour des fleurs, pour des fruits, pour des couleurs de feuillage, hein, vraiment pour toutes les sauces, avec aussi la manière de les cultiver, bien sûr, la manière de les mettre en scène, de les mélanger, pas forcément crucifiés sur des murs, mais plutôt dans des arbres, sur des arbustes, mélangés à des vivaces, enfin voilà, tout ça. Dans leur environnement? Dans leur environnement presque naturel, oui, parce que quand on a des plantes qui viennent de la nature, le mieux c'est de les cultiver de la manière dont elles poussent dans la nature. Merci pour cette petite présentation. Voilà, je les place aux jeunes maintenant. Manon, on commence la visite de votre magnifique jardin que vous avez commencé il y a 2 ans. C'est ça. 2 ans ici, votre passion ne date pas d'il y a 2 ans. Combien vous avez planté déjà de variétés en tout? Alors, dans le jardin, enfin sur les pieds mers, on est à peu près à 4000 plantes.
Donc déjà de planter en 2 ans, donc arbustes, vivaces, grimpantes, et puis pas mal de plantes de haies aussi effectivement pour apporter les oiseaux, enfin cacher un peu du vent aussi parce qu'on est quand même relativement vanté dans ces régions-là, quoi. Pour me situer un peu, moi je suis assez dingue de grimpante. C'est un peu ce qui m'a fait aimer les plantes aussi. Donc voilà, cette volubilité, cette exploration du monde, de la hauteur, quoi, de ces arbres qui n'attendent qu'un support aussi, ces grimpantes qui n'attendent qu'un support pour aller explorer un peu ailleurs. Et du coup, dans les grimpantes, il y a plein de choses très sympathiques qu'on ne connaît pas forcément et qui sont également comestibles et puis intéressantes pour la décoration aussi, quoi. Donc, dans les premières... donc je vais vous présenter quand même les kiwis. Donc tout le monde connaît les kiwis. Alors souvent Actinedia chinensis qu'on récolte plutôt au mois de novembre avec des poils, des choses... Celui du commerce. Celui du commerce, voilà, c'est ça. Donc là, c'est Actinidia arguta. Donc c'est un kiwi qui est très sympa parce qu'il est déjà beaucoup moins haut que Actinidia chinensis. Et en fait, les fruits sont sans poils. Donc on peut les croquer sur la plante au mois de septembre. Donc ça se récolte plutôt au mois de septembre. Et du coup très résistant également au gel et puis au froid en hiver, quoi. Reprends-moi si je ne me trompe pas, mais je savais qu'il n'aurait pas de poils parce qu'il n'a déjà pas de poils sur ses tiges. Oui, c'est vrai qu'il est relativement glabre, ouais. Alors que derrière, on a effectivement un Actinidia chinensis qui est déjà vachement plus poilu. Alors, il va falloir que tu me diriges un peu dans ta jungle. Ah oui. Parce que tu me dis là-bas et donc là-bas. Celui-là, c'est vraiment... On est sur Actinidia chinensis. Alors ça, c'est un cultivar panaché que Cédric a récolté au Japon aussi. Et lui, effectivement, on voit que sa tige est carrément plus poilue que celui qu'on a regardé là, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de leur environnement naturel, que les gens aient une idée si un jour ils vous achètent des plants? Ah oui, bien sûr. Comment on peut les faire pousser dans les meilleures conditions? Ah oui, bien sûr. Alors, du coup, il faut déjà savoir qu'en général, les grimpantes, c'est des plantes qui vivent en lisière de forêt. Donc, qui supportent très bien la concurrence racinaire et puis qui justement, ont besoin de support pour pouvoir grimper et explorer. Donc, les kiwis, donc, ce sera plutôt mi-ombre, pas forcément plein soleil. Et un sol, même acide, ça leur pose pas de problème. Calcaire également, ça pousse très bien en sol calcaire. Et du coup, voilà, faut pas que ce soit non plus d'une sécheresse indéfinie, quoi. Faut que ce soit un petit peu frais quand même. Voilà, des plantes un petit peu sur le sol. Est-ce que niveau humus, est-ce qu'on peut leur mettre des toilettes sèches aux pieds? Enfin, est-ce que ça accepte les sols riches? Est-ce que tu peux... Ah ouais, complètement, ouais. Et puis, oui, ça accepte bien les sols riches, même légèrement pauvres. Mais encore une fois, la fructification sera moins abondante si le sol est pauvre plutôt que s'il y a un sol riche, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça résiste à quoi en température négative Alors en hiver, ça peut... Alors moins 20 sans aucun problème, parce que du coup on appelle ça le kiwi de Sibérie, donc c'est vraiment quelque chose... Les Russes ont beaucoup fait de variétés de ce kiwi-là. Donc, alors celui-là, il est à fruits verts, et en fait, il y a d'autres variétés. On en a une qui s'appelle Jumbo, donc les fruits sont plus gros. On a une variété qui s'appelle Kensred aussi, donc pareil, on a des fruits rouges. Il y a des autofertiles parce qu'il faut savoir que le kiwi, du coup, c'est quand même à la base, dans son environnement naturel, on est sur un pied mâle et femelle, alors que maintenant, il y a des variétés comme Issai qui sont complètement autofertiles. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même assez sympa d'avoir... Parce que pareil, l'Actinidia chinensis, je veux dire, c'est des monstres, quoi. Ça peut quand même devenir assez gros.
Et Faut que le tuteur soit costaud pour le ouais, porter. faut une belle grosse pergola ou un arbre mais effectivement, ça peut devenir quand même assez gros. Et du coup, l'Arguta, l'avantage, c'est que donc plus petit et avec ses autofertiles aussi, qu'on peut trouver chez Chinensis, mais pareil, il faut quand même une sacrée structure, quoi, et solide. Bon, vu que c'est quand même quelque chose d'assez commun, je parle sur celui qu'on retrouve dans le Oui, commerce, on va même passer si ailleurs. il y a plein d'autres choses. On va essayer, là pour le coup, vu tout ce qu'il y a, j'ai fait un tour, hein, ne sois pas Oui. impressionné quand tu vois la caméra partir ailleurs. Non, ça va, hein, t'as vu, je l'air quand même pas trop mal. T'es à l'aise, c'est bien, parce qu'au début, c'est vrai, quand on lance, je vois les gens, ils sont pas à l'aise, mais super. Est-ce que tu peux nous montrer, là, sur tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, moi, tu sais à quoi je me réfère, tellement c'est vert, je me réfère aux petites plaquettes, aux noms que vous avez mis, alors je montre aux gens. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. Alors après, alors pareil, peut-être que Cédric t'en parlera. Tu veux dire pas forcément sur les grimpantes? Écoute, si j'ai un truc de ouf à te montrer. Tu vois. Comment, en fait, les passionnés, il y a juste un peu à les chauffer et après, non, vas-y. Carrément. Vas-y, je t'accompagne. J'ai un truc de ouf à te montrer. Alors ça, c'est une grimpante qui est assez exceptionnelle. Donc on la connaît sous le nom de baie aux 5 saveurs, donc le schizandra. Donc c'est une plante qui est beaucoup utilisée en Asie aussi. En gros, c'est un magnolia grimpant. Excellent. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la classe quand même, parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément souvent non plus. Donc cette plante-là, alors pareil, ça fait des baies, c'est assez fou, c'est hyper tonique. Donc ils les utilisent dans les infusions ou les choses comme ça. Mais c'est une plante qui est très sympa et qui fait des petites fleurs. Schizandra sphenantera, c'est une floraison rouge. C'est vraiment comme une petite fleur de magnolia rouge. Qui sont suivies après par des baies, donc pareil, également rouges aussi. Avec une saveur, donc il y a sucré, il y a salé, il y a acide, il y a un petit peu amer aussi, mais la 5e en France, on n'arrive pas à la décrire. On ne sait pas décrire ce goût que ça a. Donc il y a un terme vraiment spécial en Asie, mais nous, on est incapable de la décrire, quoi. Donc c'est des plantes qui sont vraiment sympas. Donc pareil, au niveau de la rusticité de la plante, on est sur du -20 sans problème. Moi, je l'avais testé à Besançon, donc pareil, hein, des hivers bien froids, même un peu humides et tout, ça passe sans problème. Et oui, est-ce que tu peux, alors j'en profite aussi, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, parce que même si ça fait 2 ans que vous êtes arrivé ici, toi, ça fait des années que tu fais ça, et donc avant tu me disais, tu étais vers Besançon, ça fait combien de temps que tu t'es lancé, toi, à ton compte et dans cette passion ? Alors dans cette passion, je pense que c'est depuis vraiment toujours, parce que quand j'étais petite, je disais à mes parents que je voulais sauver les bêtes et les plantes. C'est bien. Voilà, donc je pense que je me suis pas trop mal dirigée. Donc j'ai fait une 3e technologique et j'ai dit à mes parents, en fait, je veux pas rester dans le général, quoi. Je veux aller en fait en pépinière, quoi, en aménagement en pépinière. Donc BEP, Bac Pro, BTS. Après, j'ai fait la formation jardinier botaniste. J'ai bossé un petit peu à la Société d'horticulture du Doubs. C'était sympa, mais c'était plus pour mettre en place la pépinière. Et puis après, j'étais tellement fan de grimpantes que j'ai monté ma pépinière de grimpantes qui s'appelait la pépinière Akebia d'ailleurs, donc en référence à une grimpante, à l'Akebia. Et puis après, du coup, on s'est retrouvés avec Cédric, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est reconnus. C'est ça. Et on a monté la pépinière à Auba, quoi. Mais la grimpante, ça a toujours été vraiment quelque chose qui me passionnait. T'en avais combien dans ta pépinière là-bas ? J'étais à 400 grimpantes différentes. Et donc combien de comestibles connus à peu près ? Combien de comestibles ? C'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on dit comestible ? Parce que, encore une fois... Comestible bon ou c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on dit comestible bon ou comestible qui se mange mais qui n'ont guère d'intérêt gustatif ? Si ça n'a pas d'intérêt gustatif mais que c'est plein de vitamines, c'est super intéressant. Si on manque un jour de... Donc on est dans cette optique-là. Parce que pareil, hein, y a des trucs qu'on mange et qui sont quand même pas extraordinaires, quoi. Donc je dirais peut-être bien 150 comestibles entre le houblon, les kiwis, les akebia, les olboelia.
Après, pareil, il y a des gens qui font des beignets de fleurs de glycine, donc effectivement, on peut... On le comprend dedans, dans ma question, c'est compris dedans. On peut le comprendre dedans aussi, et, ou les jeunes pousses qui se mangent, ou comme les schizandras qui font des fruits quand même qui sont vraiment intéressants. Et combien on peut mettre en pleine terre sans être en serre? Combien peuvent pousser dans une bonne partie de la France, aux alentours de -12 et... Toutes. Toutes, ça c'est intéressant. Enfin, en tout cas, vraiment, je dirais 90% de... Parce que voilà, donc effectivement, moi j'avais ma pépinière à Besançon, et du coup les hivers étaient un peu raides quand même. En 2012, on a quand même eu -25 pendant 3 semaines. Ah oui. C'est pas mal. C'est pas mal quoi. Et du coup, le sol, c'était gelé sur 1 mètre de profondeur, les conduites d'eau pétaient quoi. Et t'as eu beaucoup de pertes sur ce genre de choses? Que en peu. Que en peu. Toutes celles qui étaient plantées, j'ai jamais eu de problème dessus quoi. Donc ça ouvre quand même un large spectre de nouveautés, parce que je ne pense pas qu'on ait dans les jardineries communes autant de propositions. C'est-à-dire que vous avez quand même une belle panoplie à proposer. Voilà, on essaye d'avoir vraiment un choix quand même relativement vaste, parce qu'on ne veut pas faire la même chose que les autres personnes non plus. Et puis d'avoir toujours des choses un petit peu extraordinaires. Et tous les ans, on a des nouvelles graines, on a des nouveaux pieds mères. Donc en fait, on fait, là sur le site, donc je parle en plantes totales, hein, on est à peu près, je crois qu'on a plus de 2000 plantes différentes. Ouais. Donc pareil, qu'il faut remultiplier, des choses comme ça. Mais on a toujours toujours des nouveautés, et puis des trucs qui nous font vibrer, et puis qui... Quand tu ne l'as pas, c'est un peu comme la collection Panini. Dès qu'il y a la carte que tu n'as pas, tu dois... Tu dois l'avoir, quoi. Donc maintenant qu'on est en Bretagne, on peut se permettre d'aller sur des plantes qui sont un petit peu plus sensibles au gel. Mais effectivement, notre gamme d'avant, nous, on l'a testé pendant 10 ans dans l'Est, donc on sait que ça tient. Ah, bah alors là, sans problème, quoi, sans aucun souci, quoi. Alors, on voit qu'il y a une petite grimpante ici, qui est... Alors ça s'appelle une Paederia scandens. Donc, elle ne va pas tarder à fleurir. C'est vraiment une floraison automnale, des petites fleurs tellement merveilleuses, rouges et blanches. Enfin, vraiment, c'est grandiose. Et en fait, on appelle ça la plante fromage. Alors, les Asiatiques sont assez fans de cette plante. Alors, pareil, le goût est un peu étrange, mais effectivement, ils mangent toutes les jeunes pousses, un peu comme des épinards, du coup. Et ça a un petit goût de camembert quand même, quoi. Alors... les Normands vont commencer à s'inquiéter. Les Normands vont s'inquiéter. Mais pareil, c'est une plante qui est très sympa, qui tient super bien au gel et qui est fort élégante aussi, parce que du coup, elle a un beau feuillage d'automne. Et puis, justement, ces petites fleurs rouges. Alors là, on voit que c'est vraiment la saison, elle est en pousse, quoi. Mais d'ici peu, elle se parsèmera de petites fleurs et c'est vraiment sympa, quoi. Et tu peux les collecter quand ? Alors ça, c'est plutôt les jeunes pousses, hein, donc c'est vraiment des pousses comme ça qu'on va prendre et qu'on va manger comme des épinards, quoi. Mais les fleurs ne se collectent... Tu disais les jeunes fleurs... elles sont très jolies. Mais elles sont pas... Après, je pense qu'on peut les manger, hein. C'est vraiment toute la plante qui peut se manger, donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Il y a 250 espèces d'Actinidia, donc, qui sont dans du climat tempéré, hein. Donc on peut faire venir chez nous avec des fructifications extraordinaires. Des feuilles celui-là c'est Rufa, Actinidia rufa. Alors pareil, la floraison est vraiment très élégante et la fructification est super sympa. C'est une petite fructification orange, c'est extraordinaire, quoi. Le fruit est complètement fou parce que du coup, c'est vraiment un petit fruit orange. Alors pareil, c'est des choses qu'on n'a guère l'habitude de manger parce qu'ils se trouvent rarement. Et en fait, on n'a plus le droit de les faire importer de Chine. Les nombreuses variétés... espèces et variétés qu'il y a en Chine, parce qu'il y a une petite maladie et du coup, ce qu'il y a en France, on peut le trouver. D'accord. Mais voilà, c'est des choses qui sont un petit peu rares et puis un petit peu pas évidentes, quoi. Et qu'on a. Est-ce que vous expédiez dans votre pépinière ? Complètement. Complètement ? Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe ?
Bah écoute, peut-être qu'un jour tu regretteras d'avoir enregistré ça en C'est vidéo. possible aussi, oui, mais vous expédiez, d'accord. Mais on expédie dans toute l'Europe, ouais. Parce que moi, je me fais limite gronder après, hein, quand je montre des belles choses, qu'on dit que c'est exceptionnel, que c'est rare de trouver ça, comme par exemple ce que tu viens de nous montrer, et qu'après on dit, bah oui, mais faut se déplacer, les petits gars. C'est ça. Alors, ce que je tiens à préciser aussi, malgré tout, c'est que donc, on est que 2 sur la pépinière. Donc, des fois, parce qu'on a un catalogue en ligne, et on a tout ce qu'il faut, je veux dire, il y a des plantes, c'est marqué en cours de production. Il faut se rendre compte que les plantes, c'est quand même pas... Je veux dire, on est vraiment des producteurs. On fait nos semis, on fait nos boutures, on fait nos greffes. Voilà, on essaye vraiment de proposer un large choix, mais en fait, une plante, c'est pas quelque chose qu'on achète quelque part et qu'on fait venir. Il faut que ça pousse, il faut du temps. Donc, effectivement, des fois, c'est marqué en cours de production et la plante ne sera disponible que 6 mois ou l'automne d'après ou 1 an après. Et en fait, c'est la magie du jardin, la patience du jardinier et qu'il faut comprendre que voilà, on est vraiment des producteurs de nos plantes, quoi. Alors, je vais vous montrer des achébias. Alors les achébias, c'est sympa aussi. Donc ça, c'est c'est des plantes qui sont quand même malgré tout peu connues. Et alors du coup, feuillage persistant jusqu'à moins 12 degrés. Une floraison très sympa au printemps, très parfumée, en grappes, assez légères, mais qui sont vraiment très très belles. Et une fructification des plus originales et comestibles. Du coup, donc Achebia olboelia, donc c'est la famille des Lardisabalaceae. Et du coup, donc toutes les plantes de cette famille-là ont des fruits comestibles. Et en fait, en automne, donc je ne sais pas si je vais pouvoir avoir un fruit, on verra, mais je ne crois pas que j'ai de fruits. Et du coup, en fait, ça fait comme une étoile, ça fait des grandes saucisses violettes. Alors, plus la fleur est foncée, plus le fruit sera bleu ou violacé, et plus la fleur est claire, et plus on sera dans les teintes blanc, bleuté. Donc, c'est vraiment la couleur des fleurs qui va influencer. Enfin, voilà, on aura un fruit différent, quoi. Et du coup, donc, ça fait des grosses saucisses. Ça peut être quand même comme ça, hein. Donc, cru, c'est vraiment l'intérieur qui se mange. C'est une chair, c'est un goût un peu de kaki et de banane. Donc, c'est pas... Alors, c'est pareil, on ne peut pas dire que ce soit une fraise ou quelque chose comme ça. Se rapproche. Mais on a quand même vraiment un goût sympa. Et du coup, moi, donc, vu que ma pépinière s'appelait Achebia, j'avais essayé quand même de faire 2-3 petites choses à base d'Achebia. Et du coup, la floraison est relativement sucrée. Et en fait, ça décore super bien sur les gâteaux, les trucs comme ça. C'est trop sympa. C'est bien sucré, ça va plaire. C'est bien sucré, ouais. Et d'ailleurs, le fruit est carrément sucré aussi. Donc écœurant peut-être. Alors, je l'avais fait en confiture. Et du coup, on dit, quand on fait des confitures, on met pois pour pois. C'était une purge. C'était dégoûtant, quoi. Donc, j'étais descendue à 400 grammes de sucre par kilo de fruits. Et en fait, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, ça fait une confiture un peu verte, mais c'est assez agréable. Bon, puis sortir son petit pot d'Achebia comme ça le ça matin. fait bien. Ça Pour briller en société, ça fait bien. Non, c'est pas mal, quoi. Quand on a des invités, sur votre crêpe, vous voulez plutôt confiture d'Achebia, ça fait bien. C'est vrai que ça fait bien. Donc, c'est pas mal. Et c'est une plante qui est vraiment super sympa parce qu'elle, pareil, elle a été plantée il y a 1 an. Hein. C'est bien et c'est vraiment génial le coup de vos petites écritures comme ça. Ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Ça évite de demander aux gens. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Bah, du coup, voilà, quand les gens viennent en fait dans la pépinière, du coup, parce qu'on a eu des clients qui se faisaient des bouquets et qui revenaient en fait avec des échantillons de plantes. Je veux ça. Donc tu vois, quand tu as un petit truc comme ça, là, tu vas pas prendre une feuille, quoi. Donc maintenant, on a mis les noms, les gens prennent en photo. Et du coup, on arrive à... Oh, il y en a, ils arrachaient. Non, mais Ah ouais, ils faisaient des bouquets de feuilles, ouais. S'il vous plaît, les abonnés, montrez quand même que la communauté se comporte bien. Si vous allez visiter un jour, tenez-vous bien. Je vous ai à l'œil. Hein. Tu me donnes les noms. Je te donnerai les noms, pas de souci.
Donc ça, Akebia, c'est vraiment vu que tu l'as nommé comme ça, ton ancienne pépinière, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est vraiment ton préféré. Est-ce que dans le même genre, tu en as d'autres ou... Oui, alors bon, l'Akebia, il y a l'Olboelia. Donc pareil, lui, il a vraiment un feuillage complètement persistant. Donc ça, c'est bien sympa aussi. Par rapport... ouais, peut-être là-haut, ce sera plus joli. Mais on ira voir dans la pépinière, il y en aura des plus jolis. Et du coup, on a vraiment un feuillage complètement persistant. Et il y a, donc sur Olboelia brachyandra, il sera plutôt une floraison claire. Mais on a du latifolia ou des choses comme ça. Et on a vraiment 2 couleurs de fleurs sur la même plante. Donc les fleurs mâles sont violettes et les fleurs femelles sont blanches en coupe. C'est assez sympa, quoi. C'est génial. Donc, ils se pollinisent tout seuls. Ouais. Pareil, parce que sur les kiwis, tu disais que c'était dioïque. Donc là... Là, du coup, on est sur... ouais. Et puis, alors, on parlait d'Esquizandra tout à l'heure. Alors, je tiens quand même à montrer celui-là parce qu'il est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment celui-là, Schizandra propinquea. Voilà, vous le verrez écrit aussi pour pas nous gronder. Voilà, et là je peux dire que 5 kilos à bout de bras. Ouais, c'est lourd. Et c'est pour ça que je commence à avoir des bras là. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une espèce type. Et il a un feuillage naturellement panaché d'argenté, quoi. Et c'est magnifique. Attends, je vais juste montrer, parce que on ne sait jamais, je vais montrer aux abonnés. On parle bien de cette plante et qui redescend là. Donc ça, c'est une petite plante qui est vraiment bien sympa, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est... Donc c'est celle qu'on a parlé tout à l'heure, la baie aux 5 saveurs. C'est encore, parce que dans les Magnolia grimpants, donc dans les Schizandra, on a vraiment plein d'espèces, quoi. On a Schizandra chinensis, celui qu'on connaît le plus, Propinquea, Sphenanthera, Rubriflora à fleurs rouges, Grandiflora, donc une floraison blanche parfumée extraordinaire. Enfin voilà, on a vraiment des choses merveilleuses, quoi. Ça, c'est super sympa. Donc ça, c'est une vigne, hein. C'est donc plutôt Ampelopsis plutôt que Vitis. Et en fait, ça, c'est donc alors déjà clairement une floraison vraiment très mellifère. Ça, il n'y a aucun souci. Tu as vraiment toutes les abeilles qui arrivent chez toi quand on... Donc elle fleurit super longtemps parce que là, on voit, là, elle en a plus. Mais elle fleurit quasiment jusqu'à fin juillet, début août. Donc on a vraiment les abeilles qui viennent dessus tout le temps. Et après, il y a une fructification, alors qui est des plus décoratives. Donc là, on ne le voit pas forcément. Mais du coup, ces petites graines, elles deviennent bleues ou violettes. Là, on voit bien qu'il y a des points, en fait, des petits points dessus qui vont devenir vraiment plus jaunes. Et alors ça, pareil, c'est pas une vigne non plus, c'est pas du raisin, mais pour décorer les salades de fruits ou c'est super sympa. Et on a différents goûts. Excuse-moi, ça se rapproche de la vigne ou pas du tout? Alors du coup, donc par exemple, ça c'est Brionifolia à feuilles de brionne, celle-là, mais qui est presque un petit peu poivré quand même. On a vraiment différents goûts en fait sur les différentes vignes. Donc j'en ai avec des fruits roses, j'en ai avec des fruits, ils sont blancs bleutés, on dirait des œufs de Pâques, mais c'est extraordinaire vraiment, ou des bijoux. Et chaque fois que j'emmène des vignes sur les stands, les gens me disent « Oh, vous les peignez la nuit ?» Et du coup, on a vraiment quand même différents goûts sur différentes vignes. Aconitifolia, elle a des fruits oranges avec des points noirs dessus. Elle est trop belle, elle est merveilleuse, donc les oiseaux les aiment bien. Mais on a vraiment des goûts plus ou moins poivrés, plus ou moins fruités. Donc c'est des plantes qui sont relativement sympas, quoi. Puis moi, dès que je vois en extérieur, on ne s'inquiète pas pour... pareil. Pareil, c'est des plantes contenues dans l'Est, donc il n'y a vraiment aucun souci au niveau de la rusticité. Et du coup, même les Ampelopsis, on est sur des plantes qui sont quand même vraiment tolérantes au sec, quoi. Donc dans la tendance actuelle des choses, c'est pas mal non plus. Mais moi, je sais que je l'avais planté à Besançon où nos étés étaient vraiment très secs, dans de la caillasse au pied, enfin vraiment plein soleil, et ça bouge pas, quoi. C'est vraiment des plantes qui sont très sympas, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Ça a l'air de partir partout. Moi, j'aime bien. Ah ouais, j'adore.
ce jour-là. Voilà. Parce que tu vois, regarde le bâtiment sur lequel c'est, bon, il y a du parpaing et tout, bah, tu mets quelque chose comme ça dessus. C'est ça, c'est ça. Ça fait pas comme le lierre, ça rentre pas dans le... Non, parce que du coup, c'est des vrilles. On voit vraiment les vrilles là. Et du coup, c'est des vrilles. Donc, ce sera plutôt sur un fil ou quelque chose comme ça, quoi. Ou un tuteur ou une structure. Mais voilà, là, par contre, oui, là, on est sur de la racine crampon. Mais encore une fois, les gens qui disent que les racines crampons, ça abîme les murs ou que le lierre défonce les murs, c'est pas forcément vrai non plus, quoi, parce que là, on a une hygrométrie aussi, une fraîcheur que la plante apporte. Et du coup, en hiver, on a également, si c'est des plantes à feuillage persistant, on a malgré tout une isolation par l'extérieur, quoi. Donc c'est assez important aussi de végétaliser les façades malgré tout. Et on a vu, alors on n'est pas forcément dans le comestible, mais vraiment dans l'utile, là. Il y a une étude qui a été faite, je ne me rappelle plus quelle ville c'est, mais ils vont végétaliser les façades de tous les immeubles. Pour isoler. Pour isoler les gens, en fait, de la réverbération du chaud et que les gens puissent vivre quand même tranquillement, quoi. Mais on le voit bien, et c'est vrai qu'avec des plantes à feuillage persistant aussi en hiver, tu as encore une isolation l'hiver, quoi. Ça a donné des idées, c'est pas mal. C'est pas mal, quoi. Est-ce que tu as une curiosité, une plante, allez, même si elle n'est pas comestible, mais vraiment un truc... toi, tu me parlais de l'akébia, est-ce qu'il y a des choses dans le coin, qu'on profite d'être dans ce coin-là? Qu'est-ce que j'ai comme truc de ouf? T'en as sûrement beaucoup. Viens voir là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Et oui, je le filmais. Je me demandais, oh, je vois des belles fleurs là. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on a de sympa? C'est un peu la jungle. Ça, c'est vraiment pour apporter... c'est pour pas que le soleil grille, ou c'est vraiment des plantes qui naturellement ont besoin de cette humidité Alors, bon, on est quand même dans de la plante de... Bon, c'est un peu le bazar, hein, mais... Oui. Voilà, on est dans de la plante de sous-bois, là. Et là, c'est en fait toutes les petites collections de plantes japonaises de Cédric. Donc, les Arisaema, avec leur merveilleuse fructification rouge. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah, c'est original. Ben voilà, je te demandais un truc original. Donc, les Paris, pareil, avec quelque chose de très, très structuré dans la forme. Et puis, du coup, des nombreuses collections qu'on arrive à récupérer, alors soit avec nos différents fournisseurs, ou voilà, des collectes qu'il a fait lui dans la nature. Et puis, mais il y a des choses qui sont très sympas. Par exemple, ce petit bégonia là. Ah, c'est bégonia, d'accord. Ce bégonia, c'est des choses qui se mangent aussi. Alors attends, je vais sortir. Alors tiens, si je me mets là. Génial. Oh, parfait. Donc là, on est sur de la fleur comestible. Ça a un petit goût d'oseille et. Attends, je vais mettre yes. Mais du coup, alors la structure est quand même relativement belle. C'est presque irisé, c'est transparent, c'est des choses qui sont assez sympas. Donc bien rustique aussi, des plantes à l'ombre. Et je te fais goûter. Alors attends, excuse-moi. Merci beaucoup. Donc c'est acide, je m'attendais pas à ça. C'est un peu comme de l'oseille, ouais, mais du coup, effectivement, on peut agrémenter une salade de tomates, de n'importe quoi avec. Il y a de l'acide oxalique dedans? Je pense, ouais. Ça ah, oui, ouais, je pense, ouais. Mais c'est donc mon petit garçon est fan, il nous effleure tous les bégonias en général. C'est pour ça que tu fermes. C'est à clé. C'est pour le gosse. Et ça, c'est des choses qui se propagent quand même bien parce que c'est des petites bulbilles. Et du coup, c'est vrai que ça fait des super tapis. Là, on le voit, ça fait des beaux tapis. Ça, c'est bien quand t'as pas envie que ton sol il soit à nu. C'est ça. Tu mets ce genre de plantes. C'est exactement ça. Alors pareil, tu vois, dans les plantes un petit peu couvre-sol, des choses, enfin il y a pas mal de choses qui sont vraiment, on le voit là, cette grande strobilante. Ouais, alors ça pareil, c'est des plantes qui sont vraiment couvre-sol et qui évitent l'érosion de tous les sols. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, quoi. Ça, c'est un Dioscoré, donc qui vient de Chine. Oh, il est extraordinaire. Alors c'est quelque chose qu'on a encore presque pas réussi à déterminer, mais voilà, c'est une des grimpantes qui est... alors, tu la regardes comme ça, tu dis oui, c'est vert, quoi. Oh, mais en fait, c'est quelque chose qui me fait
Ah, j'avais pas vu. vibrer, Alors, quoi. attends. La fleur, alors Ouais, la fleur voilà, qui fait comme une délicat, guirlande. mais on a vraiment quelque chose de très original. Et du coup, voilà, donc les ronces, hein, on va dire, oh les ronces, oh non, je veux pas de ronces. Et en fait, c'est sympa parce qu'on a vraiment plein de feuillages complètement différents, une fructification qui est quand même comestible malgré tout. Et dans les ronces, on peut avoir du grimpant, du couvre-sol, de l'arbustif. On a vraiment tous les étages qu'il faut avec cette plante-là, quoi. Et des baies. Et des baies comestibles. Et je fais quand même une petite parenthèse. Zacharie a des phasmes. Et du coup, il nourrit toutes ces bêtes avec les ronces, quoi. Et ça, en fait, c'est... alors pareil, c'est une clématite. Donc les clématites étaient aussi utilisées... pas mal pour les tiges, pour faire des cordes ou tresser des paniers ou des choses comme ça. C'est pas forcément comestible. Mais utilitaire, ça plaît beaucoup aux gens, hein, donc n'hésite pas aussi. Ah bon, bah d'accord. Alors donc voilà, les clématites sont quand même utilisées effectivement pour... avant, dans l'Est surtout, il y avait Clématis vitalba, qui était vraiment... Enfin, je veux dire, les tiges de clématite, même les clématites montana, c'est des choses qui sont hyper costaud, hyper résistante. Et c'était utilisé pour tresser des paniers ou des choses comme ça. Mais alors celle-là, elle est juste merveilleuse parce que les clématites, on les voit toujours, ces grosses fleurs, ces gros bouquets que les gens achètent, puis ça dure une année, puis après ça crève parce que ça a été bourré d'engrais, machin. Alors que là, voilà, on est sur des clématites botaniques. C'est beau. Et ça a une odeur de citron. Alors pareil, encore une fois, chaque personne définit l'odeur comme il le ressent, quoi. Mais Je vais tricher, je vais me rapprocher. eh ben, Désolé. pour moi, j'ai l'impression ça a vraiment une odeur de gâteau au citron. Ouais, ou tout ce qui est base de citronnelle ou Oh, des choses comme tu ça. vois Ouais, quand ouais, même, je quoi. vois. Alors, mon père, hier, m'a dit que ça sentait le vieux placard, mais... Ah bah écoute, des placards comme ça, je Eh le ben, c'est rachète ce tout de que suite. je lui ai dit, quoi. J'ai dit, écoute, c'est quand même pas mal comme vieux placard. Là, typiquement, dans la main, j'ai le sancho qui est le poivrier japonais, qui est un petit arbuste qui se reconnaît bien parce qu'on verra avec les espèces suivantes. Il a un feuillage qui est composé très fin par rapport à d'autres espèces qui ont un feuillage plus grand. Là, on a beau être en fin d'été, je vous le présente avec ses couleurs d'automne. La sécheresse de cet été a un petit peu décalé les plantes. Et sur beaucoup de plantes, on a déjà les couleurs d'automne avec un gros mois d'avance. C'est une plante qui est très utilisée en cuisine au Japon pour aromatiser les plats. Mais si on froisse la feuille, effectivement, on a un parfum bien particulier. Et c'est assez intéressant parce qu'on pourra froisser les feuilles des différentes espèces et le parfum est complètement différent. Alors au bout d'un moment, c'est un parfum un peu fort. Alors on n'a pas 7 doigts finalement pour tous les sentir convenablement. Mais on a vraiment un parfum propre à chaque espèce. Le sancho est intéressant parce que c'est un arbuste qui n'est pas très encombrant, donc qui est même adapté au petit jardin et qui est tout à fait résistant au froid, hein, il pousse dans les montagnes. Lui, pour le coup, c'est plutôt un faux poivrier qu'on va mettre un peu en situation mi-ombragée. Au Japon, je l'ai toujours vu pousser naturellement en sous-bois. Donc on va éviter de le mettre en plein soleil. Bon, en Bretagne, à la rigueur, et encore quand on voit l'été de cette année, mais dans les autres régions, voilà, il sera plus joli en situation de mi-ombre. Je disais que c'était une plante qui se repérait facilement par la finesse de son feuillage. C'est vrai qu'il existe pas mal d'erreurs en culture, et ce qui souvent est vendu sous sancho correspond en fait à une espèce chinoise, le Xanthoxylum simulans, qui a un feuillage plus grand, qui est assez différent. Mais il y a une confusion qui traîne depuis longtemps en culture. En tout cas, le vrai sancho ressemble vraiment à ça, un feuillage très très fin. Et dis-moi ce qui se consomme. Bon, les feuilles se consomment, j'ai appris récemment. Ouais, alors traditionnellement, c'est plutôt la baie qu'on va consommer. Donc les fruits qu'on... La baie, parce que je crois que pour le poivrier du Sichuan, c'est le péricarpe. Oui, voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ramasse le fruit, on va le laisser sécher un peu. Comme ça, effectivement, la graine se détache.
et on va garder effectivement que la partie consommable. Après, moi, il m'est déjà arrivé de ne pas m'enquiquiner, de mettre ça dans un moulin à poivre en laissant aussi les graines, de tout moudre, et puis je suis toujours là, donc il n'y a pas eu de problème. Mais effectivement, de toute façon, je conseille toujours de les laisser sécher un peu, parce que le poivrier du Sichuan ou le Sancho et autres, frais, c'est un goût un petit peu fort, qu'on peut aimer, mais je trouve qu'il a tendance presque à tuer un petit peu le goût du plat dans lequel on l'a mis. Quel genre de plat justement parce que... On peut assaisonner plein de... finalement, c'est un peu selon les goûts, mais dans le riz par exemple, on peut même envisager dans une ratatouille, enfin dans plein de plats différents, mais en les laissant sécher au moins 6 mois afin d'atténuer un petit peu le goût pour qu'effectivement l'aromate ne prenne pas le dessus sur le goût du plat. Donc ça, voilà, ça c'était le Sancho, donc poivrier japonais. Donc en voilà une autre espèce. Alors vous voyez le feuillage complètement différent du précédent. Là on est sur une feuille beaucoup plus grande, beaucoup plus vernissée. Le Xanthoxylum alatum a la particularité, parce que je ne l'ai pas spécifié dans le Sancho, mais ce sont des arbustes à feuillage caduc, d'où les couleurs d'automne. Celui-ci est persistant, c'est-à-dire que ce faux poivrier garde son feuillage toute l'année. Faux poivrier. Excuse-moi, je rebondis. Pourquoi faux poivrier? Parce que le Xanthoxylum, ce qu'on va appeler le poivre, c'est le genre pipère, le poivre noir qu'on utilise en cuisine. Ça, c'est, on va dire, du vrai poivre. Et pour le poivrier du Sichuan, enfin tous les Xanthoxylum, on va plutôt parler de faux poivre pour éviter les confusions avec le vrai poivre. Mais pour les Asiatiques, c'est le vrai poivre pour eux. Ouais, mais il y a beaucoup d'espèces de poivriers qui poussent en Asie aussi. Aussi, d'accord. Ouais. C'est bon à savoir. Je ferai, bon, tu vas t'habituer, Voilà. je fais quelques petites Pas de apartés. souci. Et donc là, si je froisse la feuille, on a un parfum déjà complètement différent du précédent. Le Xanthoxylum alatum est intéressant parce qu'il est très costaud. Vous pouvez le mettre même en plein soleil, comme à pleine ombre. Il n'est pas exigeant sur l'exposition. C'est un arbuste un peu costaud. Il peut bien facilement faire 2,50 m, 3 m de haut. Donc ça le place déjà dans les arbustes un petit peu grands, entre guillemets. En tout cas, même dans les régions à climat froid, par exemple l'est de la France ou autre, il donne énormément de fruits. Donc c'est vraiment une plante sur laquelle on est sûr de chaque année de récolter suffisamment, voire même plus pour sa consommation personnelle. Et le fait qu'il reste vert toute l'année est sympa parce qu'on peut l'utiliser en isolé, mais aussi en haie libre ou autre, puisque du coup avec son feuillage persistant, il a un rôle aussi pour masquer toute l'année. On le voit bien avec ces quelques épines effectivement qui poussent directement sur la feuille. Et alatum parce qu'il a effectivement le rachis de la feuille ailée, comme ici. Xanthoxylum alatum qui peut prendre moins 18 degrés l'hiver sans aucun problème, qui est originaire de Chine mais aussi du Japon. Il est présent dans les deux pays naturellement. C'est une plante qui est souvent confondue avec Xanthoxylum armatum et pas alatum. Le Xanthoxylum armatum étant le timut, ce fameux poivre himalayen, très à la mode en ce moment, qui a un feuillage un peu similaire, peut-être un petit peu plus épineux et une jeune feuille très rouge, contrairement au alatum qui est quand même très peu coloré sur la jeune feuille. Le timut a encore un goût un petit peu différent. C'est effectivement une épice très utilisée au Népal, etc., dans l'Himalaya. Le seul problème du timut, c'est son origine qui est le terrail étant la plaine subtropicale du sud du Népal. C'est pas parce que c'est Himalaya que tout est résistant au froid, il y a des zones chaudes. Et le problème du vrai timut, c'est qu'il est vraiment à réserver dans les régions au climat vraiment doux. C'est-à-dire que même ici, à 15 km de la mer, un hiver un peu plus froid que d'habitude, et il repart du pied bas. Par exemple, en dessous de -5, il souffre beaucoup. Donc le vrai timut, c'est vraiment pour les jardins côtiers, les jardins méditerranéens, mais dans les autres régions, il est préférable de planter son proche cousin qui est le Xanthoxylum alatum, qui lui n'a aucun problème en hiver. Là, on est dans la période où on n'a pas encore attaqué la saison de plantes d'automne et toute la nouvelle production est prête. Donc là, en ce moment, on est dans la période où la pépinière est le plus remplie. Si on était fin novembre, il y aurait normalement, on l'espère, beaucoup plus de place dans la pépinière. Là, on est encore en train de repiquer des boutures et des semis de cet hiver. Donc effectivement, on est vraiment dans la période où la pépinière est archi pleine. Alors là, c'est un bébé, puisque c'est du semis de l'année dernière. Donc c'est vraiment encore un jeune sujet. Mais le fameux Ginkgo biloba,
arbre très symbolique en Asie, qui est apparenté aux conifères, avec sa feuille très particulière. Arbre très connu notamment pour être le seul à avoir survécu à Hiroshima, voilà, oui. Tout à fait. Et qui est un arbre qui est très utilisé en médecine, hein, notamment les traitements contre le cancer ou autres. Donc c'est un arbre qui a toute une symbolique en Asie. C'est un très bel arbre de jardin hein, qu'on appelle arbre aux 40 écus et qui devient très jaune en automne, donc toujours des belles couleurs. C'est un grand arbre, clairement le ginkgo est plutôt pour les grands jardins. Heureusement, un beau ginkgo adulte, ça peut faire 20 mètres de haut, 15-20 mètres de haut, mais surtout c'est un arbre qui peut devenir très large, qui peut faire largement 10 mètres de large au niveau de la ramure. Donc c'est un bel arbre, mais effectivement voilà, dans un jardin de 400 mètres carrés, on ne met pas grand chose d'autre. Aujourd'hui, on a beaucoup de variétés naines, il existe beaucoup de petites variétés de ginkgo ou des fastigiés, c'est-à-dire avec le port en colonne, comme le ginkgo menhir, qui lui monte moins haut et surtout est très étroit. Donc des variétés qui sont beaucoup plus adaptées aux petits jardins d'aujourd'hui. En tout cas, le ginkgo fait un fruit, voilà, donc les plants femelles, hein, puisque c'est un arbre dioïque, il y a les plants mâles et les plants femelles, l'amande, qui se situe dans le fruit, effectivement comestible. Donc il faut enlever la pulpe qui se situe autour de l'amande. Alors elle a une odeur, comment dire, très nauséabonde, on va dire. Donc c'est un peu, voilà, voire le vomi. Donc c'est une odeur qui n'est pas du tout plaisante. Hein. Quand on marche sur des fruits de ginkgo, on le sent tout de suite. Mais l'amande peut se faire griller. Et les Asiatiques en raffolent. On voit souvent dans les parcs en France, à la saison des ginkgo, beaucoup de Chinois ou autres qui viennent effectivement ramasser les fruits pour les cuisiner. Donc c'est une amande qu'il faut un petit peu assaisonner, un petit peu de sésame, un petit peu parce que ça n'a pas un goût non plus très, très prononcé. Dans les salades par exemple ou autres, ça peut être assez intéressant. Après voilà, c'est vrai que souvent on nous demande quand même des pieds mâles, parce que peu de gens ont envie d'avoir dans leur jardin un truc qui sent pas bon à la fructification, quoi. Donc souvent voilà, c'est plutôt les pieds mâles qui sont recherchés, notamment en arbre d'alignement dans les villes. Bon, typiquement, c'est des pieds mâles qui sont plantés, quoi. Et dis-moi, est-ce qu'il faut avoir les deux? Est-ce que c'est dioïque ou ça peut pousser même si tu n'as pas le mâle et que tu n'as que la femelle? Alors, effectivement, il y a des plants mâles et femelles. Par contre, effectivement, je connais beaucoup de parcs où il y a un seul pied, un pied femelle, et qui fructifie très bien. Donc, notamment dans l'est de la France, sur le parc de Schoppenwirth, où on fait une foire aux plantes, il y a un ginkgo femelle qui est très beau. Alors à la session d'automne, il y a une pépiniériste, une collègue qui a son stand toujours sur le ginkgo, la pauvre. Alors au printemps, ça va. Bon, la pauvre en automne, voilà, c'est pas terrible. La pauvre, on croit qu'elle sent depuis 10 ans. Mais, oui, voilà. Mais le ginkgo, il est là assez en isolé. Alors c'est vrai que franchement, je ne sais pas s'il y a un autre plant de ginkgo dans le parc, mais il fructifie très bien. En tout cas, voilà, en culture, on trouve principalement des pieds mâles. Là, c'est du semis, donc ils sont encore trop jeunes. Celui que j'ai dans la main, je suis incapable de dire pour l'instant si ce sera un pied mâle ou un pied femelle. Et à quoi on les reconnaît plus ou moins? C'est après la floraison. D'accord. Donc il faut quand même quelques années. C'est tout le problème des plantes dioïques. Hein. Je ne sais pas, dans les plantes grimpantes, les katsura par exemple, ou certains schizandras, ces fois on nous demande pied mâle ou pied femelle. Et quand on les fait de semis, tant qu'on n'a pas vu les fleurs, on ne peut pas le dire. Alors après, si c'est des plants mâles ou plants femelles qu'on reproduit de bouture, on le sait. Dans les grimpantes, par exemple dans les kiwis, hein, le kiwai, on sait en pépinière qu'on a nos plants femelles, nos plants mâles. Même auto-fertile, aujourd'hui, il en existe. Mais là, sur du semis comme ça, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire. Dis-moi, est-ce que tu as une petite curiosité qui... Eh bien voilà, devant moi, ça tombe bien, je la cherchais. Alors, un genre qui m'a toujours passionné, surtout pour être un genre très présent dans les climats tempérés, parce que c'est vrai que sous climats tropicaux, on a une diversité qui est folle aussi. Et c'est toujours assez étonnant de s'intéresser aux ronces. Alors, bon, c'est vrai que de premier abord, se dire qu'on cultive des ronces, les gens passent souvent plus de temps peut-être à arracher les ronces de leur jardin. C'est un genre qui est absolument fantastique. On cultive à peu près 70 espèces de ronces ici dans le jardin. On a un petit peu parlé avec Manon. Voilà. Et c'est assez étonnant parce qu'on va trouver des caducs, des persistants, on va trouver des rampants, des grimpants, des arbustifs, des feuilles simples, des feuilles composées, etc. Mais il y en a une que j'aime particulièrement.
c'est cette grande tige ici, Rubus sichuanensis, qu'on pourrait traduire par mur du Sichuan, qui est un arbuste au port souple, hein, on le voit, qui est un arbuste qui va faire 2 mètres, 2,20 m de haut, sur à peu près 1,50 m de large, 2 mètres s'il se plaît bien, qui fait d'abord ses tiges dressées, puis qui retombe comme ça. Il a que des qualités. Tout d'abord son feuillage qui est très décoratif. Là, au printemps, souvent la feuille est maculée de pourpre au centre des jeunes feuilles, et il a des très belles couleurs d'automne. Là, on le voit avec son feuillage estival, mais voilà, il a déjà un côté très décoratif au niveau du feuillage. Et c'est une ronce qui fleurit en été et qui donne ses mûres en septembre-octobre, donc en général après la mûre de nos campagnes, et qui fait vraiment des grappes de mûres jusqu'à cette taille, couvertes de centaines et de centaines. C'est une petite mûre, un peu plus petite que la mûre de chez nous, mais qui a vraiment un goût qui est très bon à manger comme ça, elle est très bonne, et qui fait des confitures qui sont absolument excellentes. Donc là, on est vraiment sur une plante intéressante pour le fruit, et cerise sur le gâteau, c'est une ronce qui n'a pas une seule épine. Donc on peut aller ramasser les fruits sans problème. Elle est complètement glabre. On dirait presque une vigne, je trouve, dans la forme. Ouais, presque, hein, dans la forme de feuilles. C'est assez étonnant. La diversité des rubus au niveau des feuilles. Mais c'est commun à l'Asie, ça, parce que nous, j'ai l'impression, à part les ronces, on n'a pas grand-chose. Il y a vraiment une grande diversité de ronces en Asie. Hein. Juste pour la comparaison, puisque j'en ai un sous la main, qu'on voit ici. Ça, c'en est une autre de ronce, qui a aussi un fruit comestible. Ah oui. Et voilà, on est typiquement sur un feuillage complètement différent. Là, on a une feuille composée. On Là, dirait on est plus plutôt un framboisier, ça, dans l'esprit. Ouais, presque. C'est une plante pas très haute, 40 cm, mais qui fait des mûres presque grosses comme des fraises au printemps. Donc pareil, tout à fait comestible. Rubus hirsutus. Excellent. Donc on a 70 espèces dans le jardin et toutes ont des goûts différents. Alors certaines, clairement, hein, certaines sont comestibles. Toutes les mûres ne sont pas excellentes. Voilà, je présente celle-ci parce qu'elle est vraiment bonne. Pour avoir goûté un peu toutes celles du jardin, bon, il y en a, c'est pas à sauter au plafond. Donc c'est sympa à picorer un peu dans le jardin, mais là on peut vraiment faire des confitures et autres, et c'est vraiment une très très belle espèce en plus. C'est très sympa et c'est vrai que j'aurais pas imaginé voir des ronces. Tu vois, j'imaginais pas quoi en Asie. Oui, c'est comme les bohémérias pendant les plantes vivaces qui sont de la famille de l'ortie. Donc quand je dis qu'on cultive aussi des plantes de la famille de l'ortie, ça peut toujours surprendre. Et oui. Mais, et ça a le même genre de propriété, genre beaucoup de vitamines, Je sais que l'ortie, on lui trouve beaucoup de vertus. Est-ce que Ouais, alors sur les bohémérias, clairement, on les utilise plus pour l'ornement parce que c'est des belles plantes à feuillage. Je n'ai pas forcément encore trouvé vraiment beaucoup de références biblio sur l'utilisation des bohémérias, hormis pour le côté un peu fibre, mais là on n'est plus dans l'alimentaire. Mais sur la consommation des feuilles et autres, je ne suis pas sûr parce que souvent les gens confondent avec d'autres plantes qui ont un peu le même type de feuillage, mais qui vont être plutôt de la famille des sauges, les labiers. Sur les urticacées en elles-mêmes, je n'ai pas beaucoup de recul, pas beaucoup d'infos là-dessus. Mais voilà, c'est toujours marrant de dire aux gens qu'on cultive des orties et des ronces, alors qu'en général, on passe plus de temps à les arracher. ça peut donner lieu à un prochain livre, alors des recherches et un prochain livre, Tout à fait. Juste peut-être, avant qu'on aille voir les derniers Anthoxylum, parce qu'on passe devant, et ça aussi, c'est un genre que tout le monde connaît, mais sans forcément bien le connaître. S'il veut venir, hop, voilà. Tout le monde connaît le noisetier. Hein, le noisetier qu'on voit beaucoup dans nos campagnes, dans les vieux jardins et autres. Mais le genre Corylus, donc, contient beaucoup d'espèces qui donnent également des fruits. Celle-ci, je l'aime particulièrement, c'est le Corylus ferox, qui pousse dans les montagnes de Chine. Vous voyez, il a un feuillage comme un petit peu différent du noisetier de chez nous. On voit quand même il y a un air de famille forcément. Corylus ferox s'appelle ferox parce qu'en fait sa noisette, quand on ramasse une noisette, elle est comme dans une petite capsule, hein, dans le petit involucre là. Et celui de ferox, il est tout épineux à la manière du boc de châtaigne, d'où son nom de Corylus ferox. Donc la noisette est comestible. Mais en plus, il a un petit côté marrant parce que ça fait une noisette un petit peu comme si on avait mis une noisette dans une châtaigne.
Et il a en plus un beau feuillage qui au printemps, les jeunes feuilles sont un petit peu cuivrées. Et on a là aussi plusieurs espèces de noisetiers en culture à la pépinière, avec des fruits comestibles. Mais si t'en as d'autres, je sais, j'avais fait une vidéo sur les fruits à coque. Ouais. Ça avait passionné beaucoup de monde, donc si t'en as d'autres, je prends aussi parce que Bah, on a des gros fans chez les néo-autonomistes. Voilà, chez les abonnés. ici, ça tombe bien, il est juste derrière. Là, on a avec pareil, son feuillage un peu de fin d'été, d'année sécheresse, mais ça, c'est le noisetier de Mandchourie, Corylus manchurica. Donc, il y a une autre espèce. On voit le feuillage qui est un petit peu variable également. On a du Corylus americana, le noisetier américain aussi dans la pépinière. On a dans l'arboretum, il y a le Corylus chinensis. Il y a quand même pas mal d'espèces également dans les noisetiers. Ah mais dis donc, tu vois, je pensais que c'était plus de chez nous tout ça. Je pensais que c'était plus européen, tout ce qui est noisetier et tout. Non, après c'est toujours un peu pareil. La flore asiatique est très riche et on a, nous, dans notre flore, les reliquats des dernières glaciations, en fait. Et on avait beaucoup plus d'espèces avant. On a des fossiles de ginkgo, par exemple. Je sais qu'autour de Lyon, on a retrouvé beaucoup dans les carrières des fossiles de bambou, donc qui attestent la présence des bambous dans notre flore. Mais c'est vrai que les glaciations ont entraîné la perte d'une grande partie de notre flore, ce qui n'a pas forcément été le cas dans toutes les régions d'Asie, où du coup on retrouve toute cette diversité et où on va voir une ou deux espèces de frênes ou d'érables nous dans nos forêts, ça va être 50 en Chine, donc c'est proportionnel pour tout, voilà, pour les ronces, pour les noisetiers, etc. Donc là-bas on a une flore qui est restée très riche et avec énormément de plantes qui sont utilisées effectivement par les populations, bon, en médecine, mais effectivement dans l'alimentation. Je pense à Rubus ellipticus, une autre ronce que j'ai vu beaucoup cultiver au Népal, où là-bas ils s'en servent pour manger les fruits crus, faire des sirops ou des confitures. Et voilà, on va trouver toute une gamme de plantes assez originales. Bon, sur les grimpantes, je pense que voilà, maintenant on a parlé, les fruits d'Akebia, voilà, qui sont également comestibles, qui peuvent se faire en confiture. Alors voilà, typiquement, un autre Xanthoxylum, ça c'est le Xanthoxylum elantoides, à feuilles d'élantes. Et vous voyez, le feuillage à nouveau complètement différent des deux précédents, avec un parfum très fort au niveau du feuillage. Je le sens d'ici. Ouais, je pense que c'est ça là, quand tu l'as manipulé. Ouais, très très parfumé, l'élantoides. Alors lui, il est différent pour plein de raisons. Déjà parce que son feuillage, effectivement, est assez particulier. Mais c'est surtout que je pense que c'est le plus grand. Ça, c'est des graines que j'ai collectées au Japon sur des arbres qui faisaient bien 20 mètres de haut. Donc là, on est sur un faux poivrier où il faut de la place. Il est assez impressionnant dans les jardins parce que là c'est un bébé qui a 1 an. En pleine terre, les feuilles font largement 1 mètre 50 de long. Donc on est vraiment sur de la grande feuille. Donc une espèce qui est assez impressionnante, mais pour le coup qu'on va mettre dans un coin un peu plus de place que les autres. Bon, le Sancho, par exemple, 1 mètre 50, c'est sa taille adulte. Là, même en culture, ça peut rapidement faire 10 mètres. Il y a un jardin pas loin d'ici, on a des clients qui m'en avaient acheté un il y a même pas 10 ans, qui fait déjà 6 mètres de haut dans leur jardin, qui est magnifique. Mais il faut quand même un peu de place. Et l'élantoides, c'est un petit peu plus frileux. Ouais. L'élantoides, on va éviter les régions où il peut faire en dessous de -12, -15, quoi. Ça va, ça laisse du choix. Ouais, mais bon, les autres Xanthoxylum peuvent prendre -20 sans problème. Celui-ci un petit peu moins rustique, mais assez impressionnant. On en a plusieurs plantés dans le sous-bois, avec des feuilles qui deviennent assez immenses. Et puis moins connu, bien moins connu, où est-ce que je les ai mis là? Parce que ce qui est assez étonnant, la nature fait des choses assez extraordinaires. Et ça, on le sait moins forcément. Et c'est vrai que lui aussi, il est un peu moins connu dans les jardins parce qu'il est un peu frileux. -8 peut-être, donc ça le limite au climat, comme ici, au climat océanique. Mais il existe des faux poivriers grimpants. Oui, puisqu'on est dans les plantes grimpantes. Jusqu'à maintenant, tous ceux que je vous ai montrés, c'est plutôt des arbustes ou arbres. Là, Xanthoxylum oxyphilum, lui, est grimpant. Donc on va le mettre chez nous, il est planté au pied d'un arbre. En fait, il grimpe comme un rosier, c'est-à-dire qu'avec ses épines, comme un rosier liane, il prend appui sur les branches des arbres. Et on a un faux poivrier grimpant. En plus, il a un joli feuillage très fin, très allongé. Et là aussi, bon, les odeurs commencent à un peu se mélanger, mais
on a typiquement encore un parfum différent. Donc à réserver quand même au climat doux, mais c'est assez étonnant d'avoir un Xanthoxylum grimpant. On en a 2 espèces différentes ici dans le jardin. Et en grimpante, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir également. Donc une plante qui est assez intéressante au niveau graphique, je trouve aussi, en plus de la fructification. Ah, c'est excellent de voir ça. Donc là, c'est vraiment les variétés qui sortent le plus dans les Xanthoxylum. On ne va pas montrer les 2 si tu veux. Ouais, bon, les 2 derniers sont un peu plus confidentiels hein, par rapport aux 2 premiers, mais c'est pour montrer un petit peu la diversité. Et effectivement, on peut trouver beaucoup d'espèces pour le jardin et se faire plaisir avec des goûts un petit peu différents. Puisqu'on est dans les plantes comestibles, nous, la pépinière, on a toujours été un peu sur un créneau de faire découvrir aux gens des plantes qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et j'aime bien, alors nous, on n'est pas spécialisé en comestibles, mais malgré tout, j'aime bien quand même de temps en temps, quand je peux trouver des fruitiers originaux. Et notamment ici, là, on a... Alors voilà, en plus, j'ai une autre graine qui a germé. On dirait une verveine d'ici. Le feuillage pourrait faire penser, effectivement. C'est le pêcher du Tibet. Prunus mira. Alors voilà, typiquement, mais il a un air de pêcher quand même, quand on le sait. Et qui est une plante qui est très cultivée dans les régions himalayennes. Alors c'est une petite pêche, elle n'est pas aussi grosse que les pêches qu'on va trouver dans le commerce, mais qui est très consommée par les populations locales. Et voilà, ça c'est le genre de fruitier qui m'amuse aussi, parce que ça change un petit peu de l'ordinaire. Et ça c'est du semis que nous avons réalisé, de graines collectées in situ. Et on a comme ça toute une gamme de fruitiers qui peuvent être sympas. On teste actuellement dans le jardin un abricotier d'Asie centrale, qu'on a fait aussi de semis, qui n'ont pas encore fructifié, donc ça va être la surprise pour les abricots, les pommiers sauvages d'Asie centrale, Malus sieversi, etc. Voilà, et puis tout ce qui est les nachis aussi par exemple, la pomme poire haute, on a plusieurs variétés dans le jardin, les kakis, dont j'ai pu introduire quelques variétés également du Japon, mais je trouve que voilà, c'est des fruitiers assez originaux. Ben voilà un autre fruitier botanique, donc une espèce sauvage. Là on est dans les prunes, donc c'est un prunier, Prunus manchurica, qui est le prunier de Mandchourie, qui est donc un arbre sauvage et qu'on peut cultiver pour ses prunes, qui là aussi sont consommables et cultivées par les populations locales pour manger. Alors la prune crue ou cuite, mais voilà. Mais sur une prune un peu différente, avec là aussi un goût un petit peu différent, une feuille assez râpeuse, c'est un joli petit arbre qui prend des belles couleurs d'automne. Comme le pêcher du Tibet, j'aime bien ce côté, moi, un petit peu, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans notre jardin, on a fait un verger botanique. J'aime bien aussi le côté plantes sauvages. C'est-à-dire on peut avoir un verger avec des cerisiers, des pommiers, des poiriers, etc. On en a planté quelques-uns ici, mais j'aime bien ce côté aussi de consommer sur les espèces sauvages qu'on a moins l'habitude de voir, parce qu'aujourd'hui dans le commerce on va trouver des variétés horticoles de prunes, de pêche, comme le pêcher, ou comme notre abricotier d'Asie centrale haute. On trouve des variétés dites améliorées, mais voilà, j'aime bien aussi quand j'arrive à trouver des semences, avoir des fruitiers botaniques par leur originalité et avec des goûts de fruits qui changent de ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. Dans les fruitiers botaniques, on va repasser dans la grande ombrière, on va parler de coings, parce que là on a aussi des arbustes que je trouve très sympas, les coniaciers de Chine, qui, on va le voir, on en cultive 2 principalement, le Canomeles cataiensis et le Pseudosidonia chinensis, je vais vous les présenter. Un des gros avantages pour celui qui aime les coings, ces 2 espèces de coings ne sont pas sensibles à la tavelure, qui a quand même un problème sur le coing européen, puisqu'on le voit souvent dans les jardins, les coings en fait qui tombent pourris au sol, avant qu'on ait eu
voilà, la chance de pouvoir les récolter et les déguster. Il y en a un qui est le coin du Japon qui est vachement acide. Alors, le Kennomeles japonica, ouais, le cognacier du Japon, qui est en fait plutôt planté pour l'ornement, pour sa belle floraison de printemps. Un que je vais vous montrer, c'est son cousin, en fait. C'est pas le Kennomeles japonica, mais le Katayensis, donc pas du Japon, mais de Chine, qui est un arbuste assez étonnant et dont les fruits sont tout à fait comestibles. Alors, c'est un peu plus au fond de cette interminable ombrière. Hein, alors voilà, il faut faire attention, on met les pieds. Ah, mais des tunnels comme ça, j'en traverserai tous les jours. Oui, et puis là en plus en fin d'été, on a un petit côté jungle dans la pépinière, puisque là toutes les plantes viennent de faire leur pousse. Et du coup là au fond, on va trouver nos amis les coings. Oh, il y en a, ils accrochent. Hein. Ouf. Ah oui, il y a le rosier, il accroche bien. Alors voilà le fameux Kennomeles katayensis, qui est un arbuste assez original, puisqu'il a un port assez droit. Donc c'est plutôt un arbuste qui peut monter à 2 mètres, 2 mètres 50, mais en restant assez étroit. Alors c'est pas une colonne, mais je dirais qu'il n'est pas forcément encombrant dans le jardin. C'est une floraison rose au printemps, un peu comme les cognaciers du Japon finalement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il donne des coins. Alors c'est vraiment des boulets de canon, ce sont des coins qui sont très ronds. Et c'est assez étonnant parce que les coins sont directement attachés sur les branches de l'arbuste. Et c'est assez décoratif d'ailleurs, parce qu'une fois que les feuilles sont tombées en automne, souvent il reste encore les coins, et qu'on va ramasser à maturité. Hein, c'est un coin qui est assez dur, mais quand on frotte la peau et que ça commence à bien sentir le coin, c'est qu'il est mûr. Donc on peut le ramasser à ce moment-là, et le faire cuire, et puis faire toutes les mêmes utilisations qu'on ferait avec le coin européen. Donc ça c'est le Kennomeles katayensis, donc adapté aussi au petit jardin. Petit avantage aussi non négligeable, c'est une plante qui est super résistante au sec. J'ai testé... tu vas faire des... Là, il y a des fans. Là, je l'ai testé longtemps dans l'est de la France avec les canicules qu'on avait eues depuis 2015. C'est une plante que je n'arrosais jamais. Celui qui est planté dans le futur arboretum, qui commence à être beau, hein, même en 2 ans, il est déjà chouette. Pas une goutte d'eau cet été, il n'a pas bronché. Donc ça, c'est pour le Kennomeles. Et puis, il a un cousin que j'aime beaucoup, qui devient un grand arbuste 3-4 mètres, qui devient un petit peu plus grand, mais qui est assez intéressant. Il faut que je fasse le tour, parce que c'est un cognacier qui finalement a le fruit est comestible, certes, mais je trouve que c'est aussi une très belle plante d'ornement. Donc tant qu'à faire, autant allier les deux. Donc Pseudosidonia chinensis, qui n'a que des qualités. Donc vous voyez, le feuillage est quand même assez différent de celui qu'on vient de voir. Hein. Le Pseudosidonia est intéressant à tout point de vue. C'est une plante là aussi qui résiste très bien au sec, qui fait une floraison rose assez décorative au printemps. C'est un caduc, mais si on touche la feuille, il a vraiment une feuille très épaisse, limite pas du chêne vert, mais voilà, très coriace. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, quand on touche sa feuille, on pourrait se dire, bon, ça c'est persistant. En fait, pas du tout, c'est un caduc. Par contre, c'est un caduc qui perd ses feuilles tard. Souvent, il perd ses feuilles qu'au mois de décembre, voire mi-décembre. Et ce qui fait que du coup, les couleurs d'automne durent super longtemps, parce qu'il se colore de rouge. Et comme les feuilles voilà, restent tard, en général, il est assez splendide en automne. Et puis, petite cerise sur le gâteau, là aussi, c'est que quand il va grandir, il a une écorce très décorative qui pèle un peu, alors là c'est un jeune plant, on ne le voit pas, mais qui pèle un peu comme un platane. Et c'est-à-dire que l'écorce qui tombe, c'est assez jaune en dessous. Enfin, du coup, en hiver, il est très beau parce qu'il a une écorce toute tigrée. Donc là, il a vraiment des qualités ornementales indéniables, en plus d'être très résistant au froid et au sec. Et alors lui, il fait des coins différents. Le Kennomeles qu'on vient de voir, donc je disais, c'est vraiment un boulet de canon, hein, c'est un fruit qui est rond. Là, on a un coin plus allongé, mais qui peut facilement faire cette taille. C'est un coin qui fait un certain poids. Hein. Quand il y en a plusieurs sur les branches, ça fait un certain poids. La maturité du Pseudosidonia tombe en même temps que celle du précédent, ce qui fait qu'en général, dans le jardin, moi, je ramasse les deux et on cuit les deux ensemble.
ça peut se faire tout à fait et on a vraiment le parfum et le goût du coin, mais avec le souci de la maladie en moins et des plantes qui ont un côté ornemental qui est intéressant aussi au jardin. Pseudosidonia, donc un petit peu plus grand, croissance rapide, ça c'est du SMIC à 2 ans. Donc on voit que c'est des plantes, on est début septembre, ils sont encore en croissance. Donc en plus c'est des plantes qui poussent assez vite, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour avoir une récolte. J'ai l'impression quand même que tout ce qui est asiatique, on a quand même presque le même genre de climat, non? Pour que ça se soit aussi bien adapté. Ouais, alors ça dépend, hein, parce que l'Asie c'est aussi l'Indonésie et autres, donc là on n'a pas encore de climat tropical. Mais toute la partie effectivement tempérée de Chine, Japon, les montagnes de Corée, Taïwan, toutes les parties himalayennes et autres, on va retrouver des climats et des plantes tout à fait adaptables dans nos jardins. Après, effectivement, on reprend le Timout, ce que je disais, trop basse altitude, effectivement, on a des plantes qui ne sont pas résistantes au froid, mais globalement, si je prends la Chine, tout ce qui pousse entre 1500 et 3000, 3500 mètres d'altitude, c'est des plantes qui sont tout à fait acclimatables chez nous. Le forsythia, par exemple, vient de là-bas. On l'a oublié parce que c'est une plante très classique dans nos jardins, mais c'est une plante qui à l'origine vient de ces régions-là. Alors plus l'altitude est basse, plus il faut qu'on habite un climat doux l'hiver pour que les plantes tiennent dehors. Et au-delà de 3500-4000, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui sont très résistantes l'hiver, peut faire moins 25, elles tiendront le coup. Par contre, à ces altitudes-là, il ne fait jamais chaud. Et par exemple, dans l'est de la France, souvent on me disait « Oh, vous avez plein de plantes himalayennes, je voudrais un pavot bleu. » Ben non, le pavot bleu de l'Himalaya, quand moi j'étais en Bourgogne, 40 degrés, il ne supporte pas parce qu'à 5000 mètres d'altitude, il ne fait jamais ces températures. Donc là, on a le problème de plantes qui ne supportent pas les étés chauds. Mais entre 1500 et 3000, ce qui est très riche pour avoir beaucoup voyagé dans ces régions, il y a une diversité énorme, on trouve des plantes qui sont tout à fait adaptées à nos climats, qu'on soit en Bretagne, sur la Côte d'Azur, en Alsace ou ailleurs. Dis-moi, parce que là, il y en a tellement. Oui. Si toi, tu devais, c'est la question que j'avais posée à Manon. Ça, c'est la question piège. Ça, non, au contraire. C'est quoi, toi, ton préféré? Est-ce tu peux nous en parler, voir un peu? Voilà, c'est ce que je disais, c'est la question. Non, mais il y en a sûrement plusieurs, mais souvent, on a des clients qui nous disent, c'est quoi votre plante préférée? Alors, le problème, c'est qu'on a 4000 variétés de plantes dans le jardin. Et j'allais dire le problème, c'est pas un problème. Nous, on a toujours fonctionné au coup de cœur, c'est-à-dire qu'on a toujours planté, multiplié, proposé les plantes qu'on aime. Je me verrais pas essayer de vendre une plante que j'aime pas. Donc c'est vrai que potentiellement tout ce qu'on a dans la pépinière et le jardin, c'est des plantes qu'on aime à la base. On est aussi jardinier, on se fait plaisir, tout ce qu'on plante dans le jardin, c'est des coups de cœur. Dans tout ce qu'on a présenté, on ne pas présenté. Alors après, il y a plein de plantes que j'adore, mais qui ne sont pas forcément comestibles. Il y a aussi des coups de cœur sur plein de plantes. Mais dans les comestibles, sans être forcément sur une plante en particulier, mais je reviens sur mon histoire de verger botanique. J'aime beaucoup ce côté de déguster des espèces sauvages où l'homme n'est pas intervenu en fait. Et même des classiques, dans le verger botanique, j'ai mis un néflier du Japon. Voilà, les Ryobotria, c'est pas une rareté, mais j'aime beaucoup la nèfle du Japon. Je trouve que c'est un fruit qui est sympa. C'est quoi, excuse-moi, les meilleures conditions pour le planter? Justement, moi j'en ai, il tire la tronche. C'est quoi Alors c'est pas une plante difficile. Il y a 2-3 paramètres à tenir en compte. Le néflier, par exemple dans l'est de la France, typiquement, on le plantait pour l'ornement. Parce que c'est un arbre qui a quand même un feuillage assez sympa. Il fleurit en automne très parfumé, donc il fleurit une période où on a moins de fleurs. Le souci, c'est comme il fleurit tard, dans les régions à climat plus froid, voilà, comme dans l'Est et autres, il ne fructifie pas. Parce que l'hiver n'est pas assez doux. Donc on l'utilisait vraiment que pour l'ornement. Après, sur la Côte d'Azur, en Bretagne ou autre, on peut effectivement avoir des fruits. La Côte d'Azur, il fructifie beaucoup parce qu'il y a la chaleur aussi qui aide. Vu l'année qu'on a eue, je pense que ceux qui ont des grands néfliers risquent d'avoir des belles fructifications cette année. Mais ici, on n'a pas le problème du froid en fait en hiver. Donc on n'a pas ce souci et potentiellement on peut avoir des fruits. C'est un arbre qui n'est pas exigeant sur la nature du terrain. J'en ai même au pied là-bas des cyprès où c'est très sec. Alors il pousse plus doucement que dans le pré où là en 2 ans il a déjà doublé.
Mais installé, ça résiste bien au sec. J'en ai vu dans des jardins pas loin de la mer. C'est pas une plante exigeante. Alors, s'il a du mal à décoller, des fois un moyen simple, une plante qui végète dans un jardin, combien de fois ça m'arrive, et puis on n'est pas dans le sol, donc on voit pas ce qui se passe dans les racines. Moi, il m'est arrivé des fois de déplacer un arbre d'1 mètre, hein, même dans le jardin. Il végétait, 1 mètre plus loin, il pousse d'1,50 m par an. Là, il y a quelque chose, là, il n'y avait pas, on ne l'explique pas toujours, mais des fois, moi, ça m'arrive, hein, les plantes, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça végète. J'hésite pas, en hiver, je sors et puis je mets un autre endroit pour essayer de lui trouver un coin qui lui plaît plus. Donc peut-être essayer de le déplacer, parce que c'est pas une plante qui est d'une grande exigence en culture, le néflier. Je dois vraiment avoir un terrain très difficile alors. Ou pas la main verte. Hein. Ah ben ça aurait pu... Là, t'as ruiné ma journée. Là. Peut-être aussi. Un petit dernier pour la route, je vais te dire ça 15 fois peut-être. Un petit dernier pour la route. Est-ce qu'il y en a un qui a une histoire originale, même pas comestible, ou parce que c'est vrai qu'on s'est orienté que sur le comestible. Si, mais alors si on peut effectivement, puisque on a parlé des kakis tout à l'heure. Et là, on a un bel exemplaire devant nous. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un kaki. Kaki, c'est le genre Diospyros. Donc Diospyros kaki, hein, comme on disait, c'est le kaki. Je vous parlais tout à l'heure de Rombifolia et autres. Mais il y a beaucoup d'espèces en Diospyros. C'est un genre principalement tropical, en fait. Hein. La plupart des espèces de kaki sont plutôt pour des climats chauds où ils ne gèlent pas. Mais on trouve certaines espèces qui tiennent, comme celui-ci, qui est une plante d'origine coréenne, qui est le Diospyros grandifolia, et qui s'explique, alors là c'est un jeune sujet, voilà, à grande feuille, ouais. Sachant qu'en pleine terre, elles sont au moins 2 fois plus grandes, donc il a un côté un peu exotique aussi dans le jardin. Donc là on est sur du petit kaki, donc à savoir des kakis voilà, à peu près de cette taille, tout à fait consommables une fois qu'ils sont un petit peu blettes. Très bon goût, vraiment le goût du kaki. Je l'aime beaucoup parce qu'il a aussi un côté ornemental très chouette, c'est-à-dire que par rapport à ceux à gros fruits, là il y a des kakis tout le long des rameaux, tout le long des branches, quand l'arbre est en âge de fructifier. Et quand une fois les feuilles tombent en automne, les kakis restent. Ils ne restent pas des mois parce que les oiseaux les adorent aussi, donc ils viennent en profiter. Mais voilà, en début d'automne, on a un arbre qui est, on dirait peut-être qu'on a mis des petites guirlandes chinoises, des petites lanternes voilà, chinoises le long des rameaux, parce que tous ces petits kakis oranges tout le long des branches, et c'est vraiment très chouette, même visuellement, et il a vraiment un beau feuillage. Donc Diospyros grandifolia, assez sympa. Mon pied d'origine, c'était des graines que j'avais eues en Corée, et depuis, on continue de le multiplier, parce que voilà, on reste dans le fruitier botanique, tout en ayant un intérêt ornemental dans le jardin, croissance rapide, et testé à moins 18 dans l'Est avec succès. Donc testé, approuvé. Bon, en plus, 2012, on avait eu 3 semaines à moins 18. Donc c'était pas un moins 18, 1 heure, un matin. Ça avait duré 3 semaines en février 2012. Donc c'était un sacré test pour la rusticité. Donc voilà, Diospyros grandifolia, et c'est un arbre qui a de la gueule quand même, je trouve, en feuillage. Si tu me dis en plus qu'elles sont 2 fois plus grandes, je Ouais. vais montrer aux gens, on voit que lui parmi toutes, tellement justement elles sont voilà, déjà grandes. et en plus le hasard fait qu'il a le plus grand est en début d'allée, il y en a plein derrière. Mais c'est vraiment une plante qui est très sympa, très très chouette. Dis-moi Cédric, pour conclure notre entretien, est-ce que tu peux nous rappeler les livres que tu as écrits chez Ulmer? Bon, bien sûr, les plantes grimpantes, toutes les plantes grimpantes, mais voilà. Je sais que tu en as écrit d'autres, tu peux... Ouais, l'aventure avait commencé il y a 10-12 ans maintenant, avec un premier livre qui était plus botanique, issu de mes voyages en Asie, qui s'appelait Atlas des plantes de l'Himalaya et des montagnes de Chine, qui était plutôt un livre de description botanique. Et la particularité, c'est que j'avais mis dans ce livre, il y avait, je crois, 800 photos de mémoire. C'était que des photos que j'avais faites in situ, donc des photos faites au Népal, au Sikkim, Yunnan, Sichuan, voilà, etc. Donc c'était pas des photos faites en jardin.
Donc ça, c'était effectivement le premier. Puis ça permet de les voir dans leur élément, là, Ouais, vraiment ouais, naturel. parce que c'est toujours très important. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup lors des voyages botaniques, c'est appréhender le milieu dans lequel elles vivent. Quand je donnais des cours à Besançon, c'est ce que je disais aux élèves. Je leur disais, même autour de Besançon, si vous observez un saut de Salomon ou n'importe quelle autre plante, si vous observez son environnement, déjà, quasiment, vous savez le cultiver. On voit dans quel sol il pousse, quelle exposition, etc. Donc c'est vrai que pour ça, c'est très formateur. Et du coup, le deuxième livre était un petit peu sur ce thème-là, parce que c'était cultiver les plantes de Chine et du Japon. Donc là, avec des textes plus destinés aux jardiniers, c'est-à-dire comment on le plante, comment on le cultive, les tailles adultes dans le jardin, les périodes de floraison, etc. En essayant là aussi dans le livre de mettre quand même une part de plantes peu courantes, histoire de faire découvrir aux gens toute la richesse. Voilà, de faire découvrir des plantes qui sortent un peu de rien. Bon, même le Pseudosidonia était dans le livre, par exemple, ou autre. Après, il y avait eu un projet avec un autre collègue pépiniériste, Olivier Zavin, qui a une pépinière qui s'appelle le Monde des Fougères. Alors, on est à l'opposé maintenant, parce que lui, il est à Roquefort-les-Pins, hein, donc c'est sur la Côte d'Azur. Et ça s'appelait Fougères rustiques pour le jardin. Donc on avait écrit à deux. Toujours dans mes spécialités, j'avais fait les nouvelles plantes d'ombre, qui était un livre qui présentait un petit peu... Il y a eu un renouveau il y a quelques années. C'est vrai que les zones d'ombre au jardin étaient souvent un peu délaissées par les jardiniers. Et bon, il y avait du lierre, il y avait un vieux hou qui servait à Noël pour aller récolter les boules dessus. Et puis pas grand-chose d'autre, quoi. Pas le mahognia ? Non, c'était le hou, quand on fait les couronnes à Noël et autres, oui. Et du coup, les zones d'ombre étaient plutôt délaissées. Et c'est vrai qu'on a introduit beaucoup de plantes, les isodons, les chélenopsis, enfin voilà, plein de genres qui ont un petit peu... donc d'où le titre de nouvelles plantes d'ombre. Donc cette année, il y a eu... effectivement, celui sur les plantes grimpantes. Et le livre sur les nouvelles plantes d'ombre, finalement, était... je pense a reçu effectivement plutôt un bon accueil, d'où, une fois qu'il était épuisé, l'année dernière, le livre qui s'appelait « Toutes les plantes d'ombre », où là, je reviens sur ce thème, mais en amenant beaucoup de nouvelles plantes pas présentées dans l'ancien, et en insistant un petit peu, bon, voilà, l'année dernière, on n'avait pas eu ce temps-là, mais en mettant beaucoup dans ce nouveau livre aussi de plantes adaptées à l'ombre sèche, pas forcément liées aux étés plus secs, mais parce que souvent l'ombre au pied des arbres c'est sec, donc c'est des zones qui sont des fois difficiles pour le jardinier, donc toute une gamme de plantes, Aspidistra, Epimedium, Ophiopogon, etc., qui supportent effectivement l'ombre sèche et la concurrence des racines des arbres, parce que toutes les plantes ne le supportent pas. Donc voilà, des zones qui des fois sont un peu difficiles, mais où on peut trouver quand même des plantes sympas pour égayer ces zones du jardin. Cédric, je tiens à te remercier pour l'accueil avec Manon. Non, c'est nous, ce fut un plaisir également de partager. Alors on dit bien, ce qu'on a présenté, c'est 0,01% de ce que vous avez. C'est bien, ça fera l'occasion de revenir. Hein, en plus, le hasard a fait que Didier était là aujourd'hui, oui. Donc ce fut merveilleux. Ah oui, là franchement on a eu de la chance. Le hasard a bien fait les choses aujourd'hui, donc d'avoir 3 auteurs sur les 4 du livre, chapeau, c'est pas mal. On n'avait pas réussi à le faire cette année, donc ça devait se faire à Saint-Jean-de-Beauregard ce printemps, et la neige avait joué les troubles faits au mois d'avril. Et Didier s'était retrouvé bloqué chez lui par la neige au mois d'avril. En Normandie, c'est quand même un peu fou. Mais l'excuse. Du coup, voilà, on n'avait pas pu effectivement se rencontrer les 4 auteurs en même temps. Aujourd'hui, on a fait 3. Merci beaucoup, Cédric. Eh ben non, merci à toi.